copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence et chaque semaine, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut. Et Rafik. Salut. À la technique, l'homme au punchline acéré et au montage millimétré, le sniper de Reaper. Bonjour Alain. Salut à tous. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Au menu de cette semaine, pasta, Vespa et Dolce Vita. Direction le monde merveilleux de Disney pour parler de Luca, le dernier rejeton des studios Pixar. Luca, c'est l'histoire d'un jeune monstre marin qui en a marre de passer ses journées à garder des poissons moutons. Plus vraiment enfant mais pas encore adolescent, Luca est fasciné par la surface sans oser sauter le pas. Au détour d'une balade dans les profondeurs, il rencontre Alberto, un autre préado recouvert d'écailles et qui n'a pas les deux nageoires dans le même sabot. Bien vite devenus meilleurs amis, ils braveront les interdits et se rendront sur la terre ferme pour découvrir le petit village de Porto Rosso. Troisième film de Pixar en 18 mois, après En avant et Soul, Luca a été réalisé par Enrico Casarosa et c'est son tout premier long métrage. Avant cela, il a travaillé sur les storyboards et les décors de plusieurs autres productions Pixar, dont Ratatouille, Coco ou encore Toy Story 4. On lui doit aussi La Luna, un joli court-métrage que le public a pu découvrir en salle en introduction du dessin animé Rebelle et qui lui a valu une nomination aux Oscars en 2011. Luca, lui, ne bénéficie pas d'une sortie au cinéma, en tout cas pas dans les pays où Disney+ est disponible. Tout comme Soul, le film est sorti directement sur la plateforme de streaming le 18 juin, sans passer par les salles obscures. Alors, est-ce que malgré ça, Luca a réussi à embarquer nos chroniqueurs dans cette Riviera italienne qui fleure bon les années 60 ? Ou bien est-ce que la sauce ne prend pas et l'overdose de clichés leur reste sur l'estomac ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Rafik ? Ma con riserva. Ça veut dire mi figue mi raisin en italien. Tu l'as emprunté à Yannick. Exactement. Mi figue mi raisin. Ma con riserva. Ma con riserva. Moi, je vais dire Pixar mineur. C'est deux mots. Alors, je vais dire mineur. Mineur. Et toi, Julien ? Famille. Famille. Oh, je sens où tu vas aller, toi. Non, je pense pas. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, ce film, il est donc co-signé par Jesse Andrews, Mike Jones et Enrico Casarosa, qui est aux commandes de l'histoire originale. Donc Alors juste, moi je veux pas commencer forcément, surtout que je pense que je suis celui qui a le plus aimé de nous trois, donc c'est peut-être pas forcément très bien que je commence, mais par contre, juste un point de détail, ça ne sert pas à grand chose en fait de signaler qui sont les co-réalisateurs, c'est-à-dire que sur un film Pixar, il y a toujours des co-réalisateurs. Sur les Andrew Stanton, sur les Brad Bird, il y a toujours des co-réalisateurs. Ça c'est inhérent en fait à la conception en fait des films d'animation. Donc c'est un film d'abord et avant tout de Enrico Casarosa. Je me fais taper sur les doigts. Non, pas du tout, Clémence, mais c'est important parce que je pense que c'est autour de lui aussi que va s'articuler peut-être débat s'il y a un débat, quoi, tu vois. Donc voilà. Ça reste une production collégiale comme ça. Bah, où il y a un côté voilà, mais chez Pixar, ils sont aussi attachés à leurs auteurs, à ce qu'ils trimballent et à des projets qui leur tiennent à cœur depuis très longtemps. Donc voilà, ça fait partie. Ça me semble important de le préciser. Pardonne-moi, Clémence. Je ne suis plus un de tes chroniqueurs préférés, maintenant je le sais. Mais si, tu resteras toujours dans mon cœur. Et non, c'est bien de le préciser. Effectivement, bon, c'était plus un prétexte pour lancer la discussion. C'est le 24e long métrage de Pixar. Marie, toi, tu trouves que c'est un film mineur ?
Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un Pixar mineur, mais c'est parce que je pense que j'ai toujours d'assez hautes attentes. Enfin, moi je suis un peu restée coincée sur Vice Versa, devant lequel j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps avec le moment Bing Bong. Et en fait, Pixar, je trouve que, comme tout le monde, hein, c'est quand même des films qui sont visuellement souvent assez époustouflants, mais qui délaissent jamais ni le fond ni la forme. On a les deux. On a un côté graphique qui est toujours somptueux, et on a très souvent beaucoup d'émotions. Donc on rit, on pleure, mais voilà, il se passe toujours quelque chose. Il y a aussi souvent deux niveaux de lecture. Il y a toujours un niveau de lecture assez littéral pour les enfants et d'autres niveaux de lecture ou d'autres blagues plutôt pour un public un peu plus âgé ou en tout cas plus adulte. Et là, moi, devant ce film-là, j'ai l'impression que j'ai pas eu ce côté-là... que j'ai eu vraiment un film plus pour enfants, qui est vraiment un film à hauteur d'enfant, qui est plus littéral, avec donc tout un schéma assez classique c'est un coming of age, c'est littéralement une histoire de fish out of the water, c'est littéralement le personnage qui sort de l'eau et un peu comme la petite sirène, on peut pas ne pas y penser, où voilà, c'est un personnage qui découvre un autre monde, et tout ça avec un petit discours sur l'acceptation des autres et de la différence qui est certes mignon, mais qui est quand même assez vu et revu. Moi, j'avais des réserves, j'étais un peu déçue de ce monde sous-marin, en fait, qu'on voit très très peu, qui est vraiment pas incarné, qui existe pas vraiment, en fait, puisqu'il sort de l'eau très rapidement. Et du coup, je trouve que, en tout cas pour moi, il n'y a pas beaucoup d'attachement au personnage, parce qu'on voit très peu ce qu'il fait sous l'eau, et du coup, sa transition sur le monde terrestre, à part savoir que les humains sont des monstres humains pour ces personnages qui sont des monstres marins, on sait pas grand chose, on voit pas vraiment, à part au début cette scène de pêche, on voit pas beaucoup de confrontation non plus entre ces deux univers, et on a juste quelque chose de plus léger, et je pense que c'était sûrement le but en fait, hein. Quelque chose de plus léger, on a juste un personnage curieux de découvrir le monde et cet autre monde, qui comprend qu'il peut devenir un personnage, un humain une fois qu'il sort de l'eau, et qui du coup va découvrir ce monde avec son ami. Et donc on a quelque chose de plus léger, une espèce d'histoire d'amitié entre deux personnages. On a des personnages un peu archétypaux. On a le héros qui est curieux, on a les parents hyper stressés qui font penser un peu au père de Nemo, ou on a la copine aventurière, son copain aussi aventurier, la grand-mère complice, l'antagoniste. Bon, je pense que l'antagoniste, ça doit être quand même un des pires antagonistes de film, dans le sens où il n'y a vraiment pas beaucoup d'enjeux. Puis voilà, l'enjeu, c'est au final de gagner une course pour gagner de l'argent et pouvoir s'acheter un scooter, qui est, on en parlait tout à l'heure hors antenne, le Vespa, ou la Vespa, je sais pas si on doit dire là ou mais voilà, qui est le cliché de l'Italie, qui est dans tout le film, qui est un peu leur rêve et tout ça. Et donc on a aussi ce monde humain qui est une espèce de petite image d'Épinal de l'Italie des années 60, où qui est un peu pleine de clichés. On dirait un peu, moi ça me fait penser un peu à Disneyland, au côté le Paris de Ratatouille dans le Disneyland qu'on a ici, où c'est un peu des clichés. Les gens disent Santa Mozzarella et puis ils mangent des pâtes à tous les repas, et puis voilà, donc bon. Donc voilà, moi je trouve que c'est un Pixar mineur, parce que j'ai eu du mal à me sentir concernée, à m'attacher vraiment au personnage. C'est dommage, parce qu'il y a les moments oniriques, là, ces petits moments de rêve, là où ils sont un peu dans les étoiles et tout, qui passent très vite et qui auraient pu être un peu plus intéressants, et que je vois passer vraiment très très vite au milieu du reste du film. Et du coup, je trouve que le reste vraiment un petit peu de terre à terre sur cette péripétie, ce petit été en Italie, où voilà, on mange des glaces, on fait du scooter et on se fait des copains. Et après, voilà, un Pixar mineur, je pense que ça reste quand même un très bon film d'animation. Donc voilà, je conseille quand même de le voir. Mais moi, j'ai toujours de grandes attentes pour Pixar, et celui-là m'a pas vraiment comblée. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément la prétention de faire quelque chose de très profond. Le réalisateur le dit lui-même, en interview, il disait que c'était une lettre d'amour aux étés de notre jeunesse. Il faut dire que lui-même, il a grandi, il a passé ses étés à Gênes quand il était enfant, il est italien. Et donc, il cherchait d'abord à rendre hommage aussi au paysage de son enfance. Oui, c'est ça, c'est une belle carte postale. Et à son meilleur ami, parce que c'est aussi le thème, bien sûr, du film, et qu'il a rappelé en interview qu'il considère, lui, s'être affirmé en tant que personne aussi à travers cette amitié qu'il a eue très tôt, d'un ami qu'il a laissé là-bas, en fait. Donc, c'est aussi...
une lettre d'adieu, enfin d'amour à cet ami, à ce que cette amitié lui a apporté. Le film tourne, enfin comme tu l'as dit, coming of age story. Moi, effectivement, quand on parle de Pixar mineur, on peut mettre beaucoup de films du studio dans cette catégorie, mais moi je trouve que dans les Pixar dits mineurs, alors bien sûr il faut s'entendre, hein, quand on est sur les épaules des géants avec un studio qui a fourni ce qui est pratiquement une liste des meilleurs films du siècle tout court, c'est très difficile de se hisser à la hauteur. Mais je sais qu'un film comme En Avant, par exemple, a été considéré comme un Pixar mineur, mais c'est un film qui, malgré ses relatives faiblesses, propose toujours quelque chose d'absolument inédit. Il y a toujours un truc, un détail dans un Pixar où tu te dis mais d'où ça vient ça ? Dans En Avant, c'était cette idée du demi-père que les héros se trimballent. Or, par rapport à un truc comme Lucas, mon souci en fait, c'est que je n'ai pas vu. Il y a des formations, nom de Dieu. T'as trop l'habitude de parler de l'autre. Ouais. Mon souci, c'était de justement ne jamais avoir cette étrangeté, de jamais voir un truc où je me dis mais. Ah oui, ça c'est la recette spéciale Pixar, le truc a priori pas normal, un peu dégueulasse que tu mets dans le truc et qui lui donne de la saveur. Je l'ai pas ça. Et on sait bien sûr que chez eux, le travail d'écriture est absolument exténuant, que ça passe par 10 milliards de versions, etc. Le réalisateur a été en plus un story artiste à la fois pour le studio Blue Sky et ensuite pour Pixar. Il connaît très bien ce processus de sacrifice, on va dire, et de réécriture successive. Et assez curieusement, au bout du compte, j'ai quelque chose dans lequel je ne vois pas l'étincelle qui rend le truc totalement unique. Et où surtout, et ça c'est désolant, je vois apparaître la mécanique du récit. Là où jamais chez Pixar, sauf peut-être Rebelle, qui était un film très problématique, mais dont le tournage avait été... Voilà. On peut parler de Cars 2 et Cars 3, on peut parler de Monstre... J'ai pas ce problème avec Cars 3. Monstre Academy, enfin on peut parler... Enfin je veux dire, ils ont quand même des vrais mauvais films, quoi, à Pixar quand même, donc bon, bref. Ouais, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire par rapport à le monde de Dory, pour moi, c'était terrible au niveau des mécanismes d'écriture, par exemple, c'était un film qui était extrêmement, et pourtant Dieu sait que j'adore Andrew Stanton, mais le monde de Dory, c'était laborieux. Il y avait Toy Story 3, il y avait des pareil, pistes. Moi, j'ai pas ce problème avec le 3, avec Cars 3 ou moins avec Toy Story 4, mais c'est surtout le fait que par moment il y a des séquences qui semblent être là parce qu'il fallait qu'elles y soient. La séquence d'acceptation par la communauté des héros, là je spoil, désolé pour ceux qui connaissent un peu le podcast, c'est une tradition ici. Elle est là parce que ah oui, on peut pas finir le film sans ça. Mais en fait, elle veut rien dire. Et elle veut rien dire déjà parce que thématiquement le film n'est pas un film sur comment la communauté va nous accepter, mais comment nous on s'accepte, donc ok, très bien de construire là-dessus, mais ils se sentent quand même obligés de montrer ce moment où finalement on les voit tels qu'ils sont, etc. Et où il y a une réaction de 18 secondes de stupéfaction qui en fait les gens après ils rentrent chez eux. Trouvez autre chose, ne la faites pas cette scène, puisque vous n'en avez finalement pas besoin. Moi, c'est surtout ça qui m'a gêné. C'est vrai qu'on a quand même ça se passe dans un petit village, donc Porto Rosso, où partout on a cette espèce de hantise des monstres marins, où tous les pêcheurs se baladent avec des harpons, et puis là, c'est comme si c'était résolu en un quart de seconde. Oui. C'est ça. Ouais, c'est un problème d'écriture indéniable, de toute façon. Ça. Mais moi, j'avais déjà ce genre de réserve sur certains points spécifiques de Soul, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui est un bien meilleur film d'ailleurs que Lucas, mais j'avais aussi des trucs, je me disais, tiens, merde, c'est pas fini, quoi. Pardon. Mais... Ce qui est étonnant pour des gens qui ont passé des années dans ce processus. C'est un film qui a une production difficile. Enfin, non, il faut en parler. Voilà, quoi, au début, je voulais que ce soit. Je m'étais dit que j'allais mettre comme mot clé à Clémence confinée par rapport à la fois au sentiment que donne le film et à sa conception. Mais vas-y. Non, mais voilà, tu l'as dit. C'est-à-dire que c'est un film. Alors c'est vieux. C'est un vieux projet qui date déjà de la CTR. Donc c'est dire quoi. Donc c'est pas. On n'est pas encore là. À voir, c'est tellement long la gestation en fait des Pixar qu'on n'est pas encore sous le règne de Pete Docter, donc on attend encore de voir ce que ça va donner, mais en tout cas quand ils sont vraiment rentrés en production sur Lucas, il s'est tombé pendant le confinement et du coup ils ont tous bossé à distance. C'est inédit en fait chez Pixar, et alors sans vouloir me la péter, mais j'ai eu la chance en fait de visiter en fait ces locaux, et en fait c'est très clairement, et dans l'espace
réfléchi pour un travail en communauté. C'est-à-dire que alors il n'y a pas vraiment d'open space par exemple à Pixar, mais tu as des espaces de travail qui sont conçus au niveau architecture pour justement favoriser la création, favoriser le flow d'échanges d'idées et je pense que pour être privé de ces outils-là, ça a un impact, quoi. Indéniablement, ça a un impact. C'est sûr et certain, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Non, mais il faut prendre ça en considération. Moi, je vois pas les gens trop en parler, en fait, de ça. Et ça me semble... Enfin, c'est compliqué, quoi. Moi, je pense à ce mec, il a porté ce projet depuis très longtemps. C'est un film qu'il veut faire depuis ses débuts et tout. Il arrive finalement à le faire et paf, il se retrouve face à devoir le gérer face à... Dans ces circonstances-là, c'est quand même bon, c'est quand même difficile et il faut le remettre dans le contexte. C'est aussi notre rôle, quoi, je pense. Alors, dans une interview, on leur demande par quelle phase ils sont passés par rapport à l'écriture, et notamment la question de la fin du film est soulevée. Et parmi les fins qui ont été évacuées, donc par la production, moi je me surprends à voir un truc où je me dis tiens, ça m'aurait intéressé de voir ça, qui était cette idée qu'on a donc une scène clé dans le film dans laquelle le héros se confronte à son meilleur ami, Alberto, et en gros, d'une certaine façon, le trahit, entre guillemets, et Alberto retourne en mer. Et il était question qu'Alberto devienne un kraken. C'est-à-dire que finalement, il devenait l'incarnation du monstre que cette ville redoute, voilà. Et du coup, notre héros devait à la fois protéger la ville et son meilleur ami. J'aurais bien aimé voir ça, l'expression de la colère de celui qui ne se sent pas accepté, après, voilà, à se demander si c'est une décision politique ou si au contraire ils ont jugé que le film était de nature charmante, qu'il se voulait de nature charmante et qu'on n'allait pas finir sur un truc de blockbuster avec des tentacules dans tous les coins, etc. Donc bon, voilà, c'est des décisions difficiles, mais thématiquement, ça m'aurait intéressé de voir ça. En fait, j'ai pas tellement de répondants. Je comprends, j'ai un sentiment de comprendre vers quoi il me mène. Donc cette idée de s'accepter soi-même, d'ailleurs c'est assez amusant de voir à quel point le réalisateur se défend à chaque fois en interview d'avoir fait un truc à lecture exclusive, parce qu'évidemment on lui ressort le LGBT dans tous les coins, et donc bon, il peut pas le balayer, ça fait partie de la thématique, mais le gars a envie de dire c'est un peu plus large que ça, c'est tous les gens en fait qui ont à un moment donné une difficulté à s'accepter, quoi. Donc c'est pas une lecture exclusive, et d'ailleurs il a choisi un âge spécifique qui est un âge auquel on n'est pas encore en train de se poser ces questions-là, donc voilà, ils ont juste présent. C'est des pré-ados, c'est pas des ados. C'est des pré-ados. Et c'était important aussi par rapport à la maturation en jeu. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup gêné, c'est le design des personnages. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais en fait, pareil, là aussi, Pixar m'a habitué à systématiquement me surprendre, à toujours trouver des formes élégantes et en même temps assez culottées. Et là, j'ai vraiment sur le design. Alors, je parle bien des personnages et pas du tout du décor, mais sur les personnages, j'avais vraiment un sentiment de déjà vu total, enfin presque d'une production concurrente de Pixar, en fait. Non, parce qu'à côté il y a ce que le studio réussit génialement, et qui est ce travail ahurissant sur l'environnement. Alors c'est des gros fans de Miyazaki, ils le cachent pas, la ville s'appelle Porto Rosso, ouais. Bon bref, un des scénaristes a carrément bossé sur les adaptations américaines, des films de Miyazaki, donc ils sont à fond les ballons là-dedans. Il y a plusieurs hommages à Porco Rosso dans le film. Oui, il y a Pogno sur la falaise aussi, Mon voisin Totoro, enfin les clins d'œil ne manquent pas. Et Conan, le fils du futur aussi, qui est pas forcément une référence évidente dans les longs métrages, mais dans l'amitié entre le héros Conan et son ami Jim C, on retrouve pas mal de ça dans les deux personnages principaux. Donc oui, moi je suis complètement pour, mais là pour le coup ils y mettent vraiment le paquet. Il y a des moments où juste j'avais envie de dégager justement ces persos dont le look me plaisait pas, juste pour pouvoir contempler la rue qui était derrière, notamment quand il pleut, etc. Il y a des choses absolument magnifiques. Donc voilà, c'est à ça aussi qu'on voit le niveau d'exigence du film.
Alors du côté du décor, faut savoir que il y a une partie des artistes du film qui ont été envoyés en voyage sur la Riviera italienne. Ils le font souvent. C'est pas la Riviera, hein. C'est un film qui s'inspire des 5 terres, qui est une partie très spécifique de l'Italie en fait, et qui est aujourd'hui un peu plus connue, mais qui a une saveur tout à fait spécifique en fait italienne. Et si ça vous intéresse, sur Disney+, il y a un bonus qui doit durer 35 minutes, un truc comme ça, où tu les vois justement in situ en train de faire les recherches. C'est vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment super, quoi. C'est vachement intéressant. Et sauf erreur, une région aussi qui a donné quelques films italiens assez célèbres. Je pense à La Terre tremble de Visconti. C'est possible. C'est une région qui est aujourd'hui un peu envahie par les bobos, mais c'est tout à fait particulier, quoi. C'est pas Rome, c'est pas Naples, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas ce nord de l'Italie en fait qu'on est plus habitué à voir à l'écran. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai, je rebondis sur ce que tu disais, Rafik. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ce contraste entre les personnages qui ressemblent vraiment, comme tu disais, à des personnages de studios concurrents et un travail sur les textures de l'eau et tout. Il y avait plein de choses hyper intéressantes à voir et à faire avec ça, sur autant l'eau de la mer que la pluie. Puisque dès que les personnages sont mouillés, que ce soit avec un verre d'eau, la pluie ou n'importe quoi, ils se retransforment. Et d'ailleurs, ça donne lieu à des scènes assez mignonnes, rigolotes et tout. Et c'est vrai que je trouvais ce contraste assez dommage. Et comme tu disais, sur presque envie de dégager les personnages pour voir tout ce décor qui était super, et j'étais déçue que voilà, le design des personnages suive pas. C'est surprenent. Alors manifestement, donc je viens de vérifier, les 5 terres c'est bien sur la Riviera italienne. Pardon, excuse-moi. C'est en Ligurie. Et les personnages, le caractère design a été inspiré de personnes que les artistes ont croisées sur place, manifestement. Donc les gens là-bas sont comme ça. Ils ont des têtes toutes rondes. Avec des gros yeux ronds, quoi. Pas toutes rondes, mais ils auraient noté des spécificités physiques. Alors le bad guy, j'ai plus son nom, de l'adolescent un peu, un peu frimeur, un peu mafieux sur les bords là. Voilà. Lui, il a un design intéressant. Il me rappelait un personnage de Los Olvidados de Buñuel, donc Ercole Visconti. Comment ? Ercole Visconti. En plus, voilà, j'aime même pas. Oui, ça me revient maintenant. Je parlais de Visconti par rapport à La Terre tremble, auquel le film semble rendre hommage. Donc a priori, on joue de ça. Qui a effectivement vraiment une tête. Caractéristique de méchant, mais au moins il a un design, c'est-à-dire avec ses moustaches pas encore finies, etc. Il y a quelque chose d'amusant qui en plus, c'est ça que j'aime bien dans un design de personnage, c'est que tu as envie de savoir aussi d'où lui vient cette gueule. Et ce personnage de bad guy, j'avais désespérément envie de savoir qui c'était en fait, comment il est devenu ce qu'il est. On l'aura jamais. Il reste une pure fonction, un pur archétype de scénariste, et je dirais plus un outil, quoi. Et ça, c'est très dommage et surtout, encore une fois, incompréhensible par rapport à Pixar qui a mis souvent la barre bien plus haut à ce niveau-là. Alors, Julien, toi, tu n'as pas encore donné ton avis. Je le trouve affreusement sévère, en fait, vis-à-vis de ce film, moi, pour lequel j'ai un attachement. Alors, je vais pas nier que c'est pas visuellement, c'est pas vice-versa. Vice-versa, c'est leur grand chef-d'œuvre. Évidemment, c'est pas... Toy Story 3, c'est pas Mille et une pattes, c'est pas voilà, mais je veux dire encore une fois, tu te mesures une telle série de cartons que voilà. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est que le cerveau est sélectif, oublie les mauvais souvenirs, et que je pense que quand on dit c'est un des pires Pixar que j'ai vu, comme je le rappelais tout à l'heure à Rafik, oui, comme par hasard, on oublie Monstre Academy qui existe. C'est un film qui existe. Alors il a une belle scène à la fin, mais sinon c'est quand même une purge, quoi. C'est quand même vraiment, pour moi, c'est peut-être le plus mauvais film. Cars 3, qui est vraiment pour le coup un film embarrassant, et je trouve qu'il est non seulement embarrassant, mais thématiquement, dans sa narration, mais il est aussi embarrassant visuellement sur pas mal d'aspects d'ailleurs. Moi, Cars 2 aussi, qui pareil, mais un film qui me met que j'aime pas. Enfin bon, bref, je suis pas là pour rabaisser le niveau de Pixar, parce que ça reste quand même un studio que j'adore et qui est génial, mais c'est un studio qui est faillible et qui peut aussi de temps en temps nous livrer des choses qui sont un peu plus faibles. Pour moi, Lucas n'est pas du tout dans ce bas du panier vraiment totalement oubliable, et puis je trouve que le contexte ne l'aide pas. Donc moi, je trouvais que c'était important effectivement de rappeler dans quelles conditions le film avait été créé, parce que il me semble que ça, on n'est pas, moi je me targue de pas être un critique coupé des réalités de la conception d'un film, et donc ça me semble important de prendre ça, ce contexte-là de conception en considération quand tu le critiques et que tu l'abordes. Ça n'excuse pas tout, mais ça explique quand même certaines failles. Moi, il y a
Il y a plusieurs choses après que je voulais défendre. Moi, je vais pas aller sur le terrain du design des personnages. Je l'aime pas. Pour moi, ça fait appel à beaucoup de subjectivité. Moi, je trouve qu'il est moi, je suis pas d'accord avec ça. Du coup, je trouve qu'au contraire, il est assez fin. Je trouve qu'il y a, par exemple, il y a des gueules. J'adore le père de la petite fille. Moi, j'adore la petite fille. Par exemple, je trouve que c'est un design. J'aime beaucoup moi quand dans Pixar, ils osent retourner en fait dans cette espèce d'épure. Et elle, par exemple, je trouve que c'est un miracle de design. Comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu en fait chez Pixar. C'est-à-dire qu'elle a à la fois un truc qui est parfaitement disgracieux avec une gueule totalement de traviole et en même temps elle est excessivement charmante, je trouve. Par exemple, j'adore le personnage du père, alors, qui est très très inspiré de Miyazaki là pour le coup, mais qui pareil moi j'aime en fait ce que j'aime dans les designs de personnages, c'est quand ils arrivent à te faire ressentir en fait la complexité en fait de ces mêmes personnages. Et ce que j'aime en fait dans le design du père, c'est à la fois le côté bourrin et en même temps tu sens qu'il y a une tendresse qui est sous-jacente en fait, et tu l'identifies quasi immédiatement en fait. Alors je pense que le duo qui forme avec le chat n'est pas étranger non plus à ce fonctionnement-là. Puis il y a l'écriture évidemment, mais bon voilà, ce sont des choses qui peuvent sembler de prime abord évidentes et qui ne le sont pas. Comme il peut sembler évident en fait d'avoir cette idée des personnages qui sont au contact de l'eau retransformés en monstres et qui quand ils sèchent trouvent une forme humaine, mais c'est pas évident. Enfin, fallait la trouver, fallait l'utiliser, fallait savoir l'exploiter comme ça. Il y a plusieurs trucs qui m'agacent par contre dans les critiques négatives, c'est notamment le côté cliché italien. Ça moi c'est une critique que j'ai du mal à entendre parce que ça fonctionne comme ça, ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a une proximité avec l'Italie, que nous-mêmes on a une certaine tendance à verser dans les clichés italiens qui font qu'on les identifie très bien. Mais je pense que le Coco par exemple, qui est un film que moi j'aime beaucoup de Lee Unkrich, verse autant dans la caricature mexicaine que là ça verse dans la caricature italienne. Et j'irais même plus loin en disant que je pense que dans le cinéma, et a fortiori dans le cinéma grand public et de divertissement, tu peux te permettre justement, quand tu investis un pays en fait, de l'investir dans toute sa... Alors vous parlez de clichés, mais moi je pense dans toute sa... comment dire, ces figures les plus facilement identifiables. C'est-à-dire que moi, quand je vois Vacances à Rome par exemple, ou je sais pas moi, un Américain à Paris, voilà, on va parler d'un Américain à Paris, c'est plus facile pour nous. Oui, excuse-moi, mais à côté Ratatouille, c'est une espèce un documentaire. C'est un documentaire, quoi. Voilà, donc, mais ça me gêne pas, je m'en fous. Ça, moi, au contraire, je suis content et je trouve que c'est un truc qui manque beaucoup à la France et qui est une posture très française en fait de reprocher ça. Moi, je suis content quand je trouve un film qui il les moque pas, il les machin et tout, c'est qu'il célèbre en fait tout ça. Ouais. C'est une façon aussi pour moi les Américains, ils ont un terme pour ça, ils appellent l'Americana, voilà. Et ben nous, je pense qu'on a le droit de faire de l'Italiana, je pense, et c'est une façon aussi de célébrer ça. C'est-à-dire que oui, les mecs qui parlent, il y en a certains, pas tous en plus, hein, ce serait malhonnête de le dire, mais il y en a certains qui parlent avec les mains, il y a des Vespa ou des trucs comme ça, et ils mangent des pâtes. Mais à côté de ça, par exemple, moi je suis très sensible au travail qui a été fait sur les textures, où plus discrètement à la lumière. Moi, je retrouve la lumière italienne en fait dans Luca. C'est pas rien en fait de retrouver ça. Je retrouve la végétation aussi. Par exemple, quand ils sont sur les tours un peu génoises là, dans laquelle ils se réfugient. Oui, tu retrouves, je trouve cette saveur là. Donc tu vas du macro, du plus évident, mais aussi au micro. Et il y a un truc aussi, enfin, sur le côté récit un peu cliché et propos un peu rabattus et tout rabâché. On peut voir tout ce que vous avez dit et tout. Moi, il y a un truc qui m'a touché en fait dans le cas, et c'est là aussi où je réélève, je réévalue le film par rapport au, disons, le bas du panier du studio, qui est ce rapport à la famille. C'est-à-dire que moi, s'il y a un truc que j'ai reproché à Pixar de par le passé, c'est qu'il y a dans les propos, il y a toujours une volonté de placer la famille comme une valeur cardinale de l'existence humaine. Ce qui est... Alors parce qu'on parle beaucoup de trucs LGBT, tout comme l'a dit Raph et tout, et moi je trouve que c'est aussi une posture quelque part un peu réactionnaire. C'est-à-dire que c'est pas... Moi je trouve aussi que pour les gamins, et je pense notamment à des gamins qui peuvent avoir des familles qui fonctionnent pas ou des trucs comme ça, non, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément une valeur cardinale de l'existence, et tu peux t'épanouir et exister autrement. Et moi ce qui me plaît dans Luca, c'est que c'est une des premières fois, il y a un autre film de Pixar, moi, qui, à mon avis, à mon sens, enfin c'est comme ça que je les analyse, traite du même
sujet, qui est un autre film que j'aime vraiment beaucoup plus d'ailleurs que Lucas pour le coup, qui est Le Voyage d'Arlo. Mais j'aime en fait le fait qu'ils te disent que alors il y a l'acceptation de soi-même, mais il y a surtout de savoir t'émanciper en fait du cadre dans lequel tu as été élevé. Et ça, c'est un truc que personnellement, je vois hyper rarement en fait traité chez Pixar. C'est très très rare. C'est-à-dire que d'habitude chez Pixar, c'est chercher l'appartenance d'une communauté, savoir faire son deuil de son père, mais pour finalement mieux l'accepter, sans sentir à l'intérieur du truc dans Un Avant, qui, comme l'a dit Rafi, qui est un film qui aussi mérite grandement d'être évalué. Mais ça, cette thématique-là, je la vois pas. Et quand je parle de famille, c'est pas simplement de la famille, on va dire, biologique, mais c'est aussi du truc de la communauté. C'est-à-dire que ce méchant, pour moi, dont parlait Rafik, c'est quand même un peu plus, il me semble, qu'une simple utilité. C'est-à-dire que pourquoi il est méchant ? C'est parce que il a comme obsession de se faire accepter au forceps, que ce soit par la force, par la frime, par des excès, en fait, dans tous les sens, par une communauté, en fait, à laquelle, forcément, il n'appartient pas forcément. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu, en fait, ce personnage-là. Et il a ce rapport d'ailleurs qui est parfaitement malsain avec sa propre communauté d'amis, quoi. Et moi je suis content en fait de voir que la réalisation en fait de ces personnages là, c'est de s'émanciper, c'est d'aller ailleurs, d'essayer de voir comment dire, de céder en fait à l'appel de l'ailleurs pour essayer de se réaliser quelque part, pour un appel d'oxygène, quoi, si je devais rester en fait dans cette métaphore là. Donc moi pour conclure, en fait, oui, il y a des problèmes de narration par exemple dans Lucas, ça c'est sûr et certain. Oui, il y a aussi cette sensation de voir un petit film, mais c'est aussi un truc que je mets en cause aussi, ça, le fait que ce soit sur Disney+. C'est un crève-cœur pour les mecs de Pixar, pour Disney+, et moi je trouve que c'est encore plus un crève-cœur quand tu vois le générique de fin, que tu vois que le film il a été masterisé en IMAX, qu'il y a une équipe de stéréographes qui a bossé sur le film, tout, tu te dis putain, ces mecs là ils ont bossé pour rien, le film ne sera pas vu comme ça, il sera pas vu en 3D, il sera pas vu en IMAX et tout, et je pense aussi que la façon que tu as de le voir dans le contexte agit sur comment tu vois le film. Tu vois pas, il faut pas être... on a beau être, entre guillemets, des spectateurs un peu plus aguerris que les autres, enfin, en tout cas, on est censé l'être, tu peux pas faire totalement abstraction de ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand tu vois un film avec un public, quand tu vois en projection de presse, quand tu le vois chez toi, ou quand tu as téléchargé le fichier et que tu le lances sur ton ordinateur pour le voir sur ta télé. C'est pas la même chose. L'expérience n'est pas la même. Et je pense que Lucas, on l'aurait vu avec, je sais pas, moi, un gros buzz qu'aurait suivi aux États-Unis de la presse, et puis tout à coup dans une projo de presse avec beaucoup toute la presse parisienne et tout, on n'aurait pas eu la même perception et on n'aurait pas eu l'impression de voir un truc un peu plus petit, quoi. Et c'était la même chose d'ailleurs avec Le Voyage d'Arlo, qui pour moi est un excellent Pixar, et qui était complètement passé sous la radar parce qu'il il avait été distribué en automne. Alors je crois que c'était la même année que Vice Versa, non Raph? Ouais, c'est ça. Alors donc il y avait déjà une concurrence terrible. Tu passes après Vice Versa, mais laisse tomber, c'est même pas la peine. Je crois que c'était très peu de temps après, c'était genre 4-5 mois après. Et la projo de presse, ça je m'en souviens parce que même moi j'avais pas pu y assister. En fait, avait eu lieu au milieu, il y avait plein de trucs qui sortaient, ou plein de grosses projos, c'était d'autres trucs qui faisaient l'événement. Et du coup, tout le monde a eu l'impression de voir, on me sortait les trucs qu'on sort sur Lucas aujourd'hui, c'est un Pixar mineur, il n'y a pas grand chose et tout, mais réfléchis au contexte. Pense au truc dans lequel tu l'as vu. Est-ce que Le Voyage d'Arlo, tu l'aurais vu en tête des blockbusters de l'été? Tu aurais eu la même perception du film? Je suis pas sûr en fait de ça. Mais il avait une particularité totalement inédite, encore une fois. Il y avait ce côté, je n'ai jamais vu ce truc-là dans aucun film que j'ai eu sur Le Voyage d'Arlo. Oui. Alors voilà. C'est vrai je veux pas enterrer Lucas, qui, encore une fois, j'ai pris plaisir à le voir. C'est très beau visuellement, on a insisté là-dessus sur le boulot, sur le graphique autour des personnages qui est vraiment magnifique. Mais par contre, il y a des problèmes que je ne leur connais peu. Bah. Mais après, je suis d'accord sur ce que tu disais, Julien, sur le contexte dans lequel on voit le film, parce que ça, clairement, en plus, là, il sort sur Disney+, et il est même pas en premium. Et enfin, tant mieux, parce que les gens n'ont pas à payer plus pour le voir. Mais quand il y a eu, par exemple, Mulan, qui était, je crois, le premier à être envoyé sur Disney+, en premium, il y avait déjà tout le buzz, parce qu'évidemment, c'était évidemment le gros débat au moment où les cinémas ont fermé, le fait de passer les films sur Disney+, et de plus les sortir au cinéma. Et là, je lisais une interview, je sais plus qui c'était, quelqu'un de l'équipe, mais je crois que le nom était pas donné, que c'était un témoignage plus ou moins anonymisé, quelqu'un qui
qui disaient qu'ils avaient un peu les boules en fait que le film sorte sur Disney+, et en En fait, plus c'est même pas en premium. C'est des mecs de Pixar qui ont dit ça à un journaliste de Variety Ouais, qui c'est les a ça, beaucoup c'est- couverts, et ouais. lui il a fait la suite en fait sur la Ouais, c'est fuite ça. sur Twitter. Ils sont tenus au silence. Ouais. Mais lui, comme il est proche d'eux, en fait, bah, il a Voilà, fait cette sortie-là. c'est ça que j'ai lu, et du coup c'est vrai que le fait voilà, t'as l'impression que pour le coup il le bazarde un peu, et c'est vrai que c'est Après, il le bazarde comme il bazarde tout, en fait. Bien Tu sûr. vois, Disney, Raya et le Dragon, Ouais. ça a coûté plus cher. Je pense qu'ils y tenaient beaucoup plus. Pour le coup, c'est une production interne chez eux, et je pense que là, enfin, tu vois, puis la promo de Raya, ça a été encore plus le néant en fait que sur Lucas. Donc oui, enfin c'est une problématique industrielle à laquelle on est confronté nous aujourd'hui, c'est sûr quoi. Mon petit plaidoyer à 2 balles. Non mais par contre c'est vrai, le truc, et je terminerai là-dessus, excuse-moi Clémence, mais le truc que je rejoins Raph, c'est que moi, je vois l'originalité, parce que, encore une fois, le truc avec les monstres et tout ça, j'adore. Et puis, je trouve qu'en plus, il y a une très belle séquence purement de cinéma de monstres, mais qui va quelque part presque trop loin, qui est la scène où il part, en fait, au crépuscule, là, la scène de trahison. Mais j'adore cette scène, mais elle va quelque part un peu trop loin, en fait, dans cette tendance-là. Je pense, du coup, le film a un peu du mal à revenir, mais bon, ça, c'est un point de détail. Mais c'est vrai que, ça, je suis d'accord, c'est vrai qu'il n'y a pas un élément où tu te dis da fuck quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais moi je suis pas sûr de l'avoir vu sur tous les Pixar, ça vraiment pas du tout quoi, y compris sur les Pixar que j'aime beaucoup et que j'aime plus que Lucas. Voilà. Alors pour conclure, Lucas, on le voit. On le voit. Ma connerie zéro. On le voit pour se faire son propre avis. Bon, ça va, pour se faire son propre avis, il est disponible depuis le 18 juin sur la plateforme Disney+. Pour les Pixar en salle, va falloir attendre l'année prochaine, mais on a 2 films au programme, hein, puisque Turning Red sortira, et puis Lightyear aussi, le spin-off sur Buzz l'éclair. Ah bah ça, j'attends de voir. Hein. Ça, pour le coup, ça fait un peu plus peur. Mais au moins, tu pourras les voir en salle. Ouais, bien sûr, non, mais c'est important, quoi. C'est des films à voir en salle, quoi. Et vous en pensez quoi? Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, on veut le savoir. Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, retrouvez-nous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Sans un bruit 2 et de La Nuée, 2 films d'angoisse, un américain et l'autre français. Alors Alain, toi qui recueilles patiemment tous les messages, les louanges et les récriminations, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs? Bonjour Capture Mag, c'est pour parler de Sans un bruit 2. Du coup, vu hier, séance de 14h, et justement c'est un très bon film de 14h. Bon, le scénario, il manque vraiment des éléments bien approfondis, des moments assez agaçants, mais voilà, ça reste un bon film quand même d'exploitation. Surtout qu'il y a des idées de mise en scène plutôt pas mal. L'histoire des cadavres du train, c'est bien mené parce que, comme vous avez dit, c'est assez rare maintenant de voir vraiment en fait des morts. Hein. Moi, ça m'a fait penser à La Guerre des mondes de Spielberg où on ne voyait que les habits. Et là, ils sont allés un peu plus loin, donc c'est déjà ça. Après, c'est pas le même public. Moi, je vous ai trouvé très très dur avec le film de Krasinski. Je trouve que le premier était une longue exposition, mais que sur le deuxième volet, là, on s'éclate vraiment avec le concept. Moi, je trouve que le réal, il a pas peur de maltraiter ses personnages. Et oui, c'est plutôt un film d'action qu'un film horrifique, mais le débat il est pas là, on s'en fiche quoi. Et alors, on prend quand même du plaisir. La réal, elle est soignée, elle est fluide. Les acteurs sont géniaux, et puis on a enfin une femme forte dans un scénario quoi. L'héroïne, elle passe vraiment du statut de petite victime à une combattante à la fin quoi. Salut la team, c'est Anthony. Alors Sans un bruit 2, on va pas y aller par 4 chemins, j'ai trouvé ça mais super efficace. Ça file droit pendant 97 minutes, c'est tendu comme un string et j'avais l'arrêt tellement serré que j'ai marqué le cuir, vraiment. Krasinski s'est amélioré techniquement, il y a rien d'original, faut le dire. Ça cite Quaron, Spielberg, évidemment Shyamalan, même d'un point de vue scénaristique, ça coche toutes les cases de la suite post-apocalyptique avec plus de monstres, plus d'environnement, on rencontre des gens qui sont devenus un peu foufous, mais ça marche. Et puis un film, voilà, qui cite les fils de l'homme et la guerre des mondes dans les 10 premières minutes, il peut pas être mauvais.
Ah oui, dernière chose. C'est dommage, par contre, qu'ils n'utilisent pas un peu plus le concept de la surdité de la fille. Bon, c'était déjà le cas dans le premier. Mais là, dans le 2, il y a encore ces passages où on a ces effets sonores qui sont vraiment bien transcrits, mais pas assez longs. Après, on va pas trop se plaindre, hein, parce que en bande-annonce, on a eu encore un énième film français avec Catherine Fro, qui a l'air juste terrible, mais pas dans le bon sens du terme. Donc, c'est bien Sans un bruit 2. Salut Capture Mag, c'est à propos de La Nuée que j'ai vu récemment. Ah, pour le coup, j'aurais dû écouter le podcast avant d'aller le voir. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je vais être un tout petit peu plus méchant, parce que pour moi, c'est pas juste un film raté, c'est vraiment une catastrophe. La morale à retenir de cette histoire, c'est que soutenir le cinéma de genre en France, c'est bien, encore faudrait-il ne pas accepter tout et n'importe quoi, et surtout pas quand c'est un film de genre qui regarde de genre avec autant en se croyant plus intelligent que ça, en disant « je vais l'élever ». Voilà, salut à tous. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Rafik, merci de nous avoir éclairés de vos lumières. Merci à toi. Grazie. Merci Clémence, putain, le cliché quoi. Là le cliché. Puis en plus vous n'avez pas vu mais il a fait comme ça avec les mains. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Dernière annonce, c'est bientôt l'anniversaire de Capture Mag, 9 ans déjà. Et pour l'occasion, on vous propose une soirée spéciale au Club de l'Étoile. On vous a préparé un programme aux petits oignons avec... Qu'est-ce qu'on a au programme ? Avec un film qui s'appelle The Quick and the Dead. Réalisé par un gars qui s'appelle Sam Raimi, et c'est bien, c'est-à-dire que c'est un film qui est vachement bien réalisé, c'est un western avec Sharon Stone et Leonardo DiCaprio, Gene Hackman, et c'est très beau, voilà, Russell Crowe, c'est très joli, il y a des couchers de soleil et plein de duels dans tous les coins, c'est un film de fou complètement dingue, donc ça c'est à voir en salle, donc ça fait plaisir, mais il y aura plein d'autres trucs en public. Voilà, quoi d'autre Julien, qu'est-ce qui nous attend le 3 3 juillet pas, il faut pas tout dire, enfin il y aura des surprises, il y aura un podcast en direct, et puis il y aura on va vous faire gagner des cadeaux bien sympatoches. On en a récupéré certains, je dis rien, mais il y aura du beau bouquin, il y aura des Blu-ray collector. Ça va être sympa. Alors, il y a un podcast en direct sur scène qui sera rediffusé en live en même temps sur le Discord des tipeurs. Ça, c'est Alain Mercier parce qu'il se présente pas. Donc le mec, il arrive. Moi, on m'a dit il bonjour. Prend la parole, il coupe la parole aux gens et c'est pénible. Donc voilà, un apéro, la projection de Mort au vif, l'avant-première du prochain épisode de Stéroïdes et puis l'enregistrement en direct de Capture Live. Réservez vite vos places, cette soirée c'est au Club de l'Étoile et c'est le 3 juillet. Allez, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour un hors-série avec une interview double à la clé. On recevra Julien Maury et Alexandre Bustillo qui nous parleront de leur dernier film d'horreur, ça s'appelle The Deep House et ça sort le 30 juin. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi prochain.